Hassan Moussa, vous êtes né au Soudan et vous êtes arrivé en France à 28 ans. Oui. J'aimerais savoir ce qui vous a poussé à partir et ce que cela a changé dans votre pratique artistique. Je suis parti parce que le Soudan des années 70 me semblait un peu, est devenu un endroit trop étroit. Et donc, j'étais curieux de voir le monde à l'extérieur. Et j'avais le choix entre plusieurs destinations, mais finalement, je me suis trouvé en France par défaut. Mais je pense que c'était aussi un bon choix. Parce que, bon, je suis arrivé en France et j'ai découvert, bien sûr, le lendemain de mon arrivée, avec mes copains qui étaient à Paris, on est allé voir les œuvres d'art au Louvre et au Centre Georges Pompidou. Et c'était pas pour voir les œuvres, mais c'était pour vérifier que tout était bien là, quoi. Et en fait, c'est-à-dire dans ma curiosité, bien sûr, il y avait cette curiosité d'artiste, de peintre, de voir les œuvres des peintres. Mais en fait, en France, il n'y avait pas que les œuvres d'art. Il y avait aussi la vie sociale et culturelle des Français, de la société française, quoi, qui m'a permis d'être au courant, de découvrir les contradictions du conflit d'intérêts dans une société autre que la société soudanaise, c'est-à-dire à une échelle française ou européenne, quoi. Et ça m'a ça a attisé un peu ma curiosité d'observateur extérieur et sur la dimension politique de l'art. Parce que moi, je suis arrivé en France et je me pensais comme artiste et j'ai découvert très vite qu'il y avait de la place que pour les artistes africains. L'artiste africain, entre guillemets, quoi. Et après, j'ai découvert qu'en fait, c'était pas un complot des gens qui voulaient simplement m'écarter un peu comme ça de ce qu'on appelle l'art officiel, le Main Street art. Mais c'est parce que le monde de l'art est organisé de cette manière-là. C'est-à-dire que d'une manière plus ou moins ethnique, où il y a les artistes européens, il y a les artistes asiatiques, il y a les artistes femmes, il y a les artistes gays, il y a les artistes noirs, etc. Et donc, pour moi, c'était aussi une occasion de découvrir cette dimension politique de l'art et que ce qu'on appelle l'art africain ou l'art d'une manière générale, ce n'est qu'un des leviers de la vie politique. Et donc, tout ça, pour moi, ça nourrit mon travail et ça m'a permis aussi de sortir de mes soucis d'artiste au Soudan. J'étais un peu dans une sorte de recherche académique et technique et tout ça sur le tableau, sur la peinture. Et en France, j'ai appris à m'occuper de l'image d'une manière générale, quoi. Et quand on parle de l'image, on parle de tout ce qui entoure l'œuvre d'art, quoi. Voilà, je ne sais pas si c'est une bonne réponse. Hassan, j'aimerais savoir comment vous en êtes venu à détourner des images de l'histoire de l'art occidental pour parler du monde d'aujourd'hui. Ouais. Ce qu'on appelle l'histoire de l'art occidental, en fait, c'est l'histoire de l'art européen, quoi. Et dans ma formation d'artiste, je travaillais, j'ai appris à travailler d'après la tradition européenne. Et donc, c'est-à-dire les manières de faire, les méthodes, les manières de penser l'art et de penser les images et tout ça, pour moi, c'était pas des choses que j'ai découvert en venant en France. Je suis arrivé déjà avec un bagage
de peintre qui fonctionne à l'européenne. Et donc, dans la tradition européenne, le détournement est un chapitre vraiment important dans l'histoire de l'art, dans l'histoire de la peinture surtout. Et en même temps, il y a aussi cette dimension de ce qu'on appelle l'art qui vient de l'art. C'est-à-dire que bon, l'art se nourrit de l'art. Et donc, dans la tradition européenne, par exemple, moi, je prends une œuvre ancienne qui est faite par Rubens et j'en fais une série d'images sur un thème comme Saint-Georges, Terrassal le Dragon et autre chose. Mais je sais que l'image de Rubens vient d'un peintre anonyme de la Renaissance italienne. Mais ce peintre anonyme avait copié une peinture de Leonardo da Vinci, la bataille d'Anghiari, et que finalement, dans cette succession de grands maîtres, moi, je me trouve à la fin de la chaîne et en train de travailler en empruntant les voix de tous ces grands maîtres pour pouvoir dire le monde, pour pouvoir parler du monde et parler au monde. C'est-à-dire que pour parler du monde aujourd'hui, il faut être aussi à la hauteur de la complexité des problèmes du monde, des questions qui se posent à tout le monde. Et c'est dans cette occurrence-là que je pense qu'un artiste aujourd'hui a besoin des points d'appui. Moi, mes points d'appui sont des grands maîtres de la peinture européenne. Et simplement parce que je ne connais pas d'autres grands maîtres de la peinture, quoi. Et parce que j'ai appris à travailler et parce que je me vois aussi comme héritier légitime de tout ce qu'ont fait ces gens-là, quoi. Voilà. Hassan Moussa, vous êtes aussi très connu comme calligraphe. Quand je parle de vous au Soudan, on parle toujours du calligraphe. Oui. Je voulais savoir quelle était la place de la calligraphie dans vos œuvres. D'abord, c'est-à-dire, je suis arrivé à la calligraphie, à cet art, mais je suis arrivé dans le terrain des calligraphes avec le bagage de peintre et avec les méthodes de peintre. Et donc, la calligraphie, pour moi, bien sûr, j'ai fait une initiation à la calligraphie quand j'étais à la première année de l'école d'art de Khartoum, mais j'ai appris à utiliser les outils de calligraphe, j'ai appris à utiliser leurs manières gestuelles et tout ça, mais je ne me considère pas comme calligraphe, c'est-à-dire que l'écriture ne m'intéresse pas, la belle écriture. Ce qui m'intéresse, c'est que dans le terrain de la calligraphie, il y a un type d'image qu'on ne trouve pas ailleurs. Et donc, moi, je vais chercher ces images-là, mais je ne fais pas de la belle écriture, je fais des dessins avec. Et dans ce sens-là, je m'intéresse pas seulement à la calligraphie arabe, même si c'est une calligraphie que je maîtrise un peu mieux que d'autres, mais je fais un peu de calligraphie latine, comme dans Suzanne et les vieillards. Là, j'ai utilisé la calligraphie gothique pour faire une sorte de rideau comme ça, mais j'utilise aussi parfois la calligraphie chinoise, etc. C'est-à-dire que c'est, pour moi, l'écriture d'une manière générale, même cette écriture ordinaire que ce n'est pas calligraphie, c'est des dessins. Et donc, mon rapport à la calligraphie, en fait, se voit dans cette optique-là, de cette approche de dessin. Voilà. Hassan, j'aimerais savoir pourquoi vous travaillez sur les textiles et quelles sont les techniques que vous utilisez pour travailler sur ce support. Oui, le travail sur le textile, bien sûr, c'est quelque chose c'est du bricolage. C'est-à-dire qu'à l'école d'art, on apprenait à peindre sur une toile vierge, soi-disant vierge, et on fait le travail de peintre conventionnel, quoi. Mais j'ai appris à travailler
sur le textile, comme ça, un jour en bricolant, et j'ai travaillé sur un support qui était imprimé et qui portait déjà des images. Et donc ça a attiré mon attention sur la problématique du support dans la peinture. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle une toile vierge? Il n'y a pas de toile vierge. La toile vierge est habitée par ce qu'on appelle sa virginité elle-même. Et le peintre, quand il commence à travailler, il travaille à partir de ça. Et une feuille blanche est habitée par sa blancheur, c'est-à-dire qu'on travaille à partir de ce blanc-là. Donc le support n'est jamais vide. Et donc cela m'a amené à explorer des supports qui sont déjà occupés par des histoires d'autres peintres, d'autres dessinateurs. Et j'arrive dans un terrain où quelqu'un a défini, a organisé le monde d'une certaine manière. Donc moi j'arrive dans ce monde-là, j'essaie de négocier une entrée et de trouver une place pour installer mes histoires à moi. Et en fait, c'est comme une allégorie à la vie réelle. Quand on arrive dans le monde, le langage est fait, l'art est fait, la littérature est faite, tout est fait. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Et quelle est la place qui nous reste dans ce monde-là? Et c'est là où ça devient intéressant. C'est à la fois un truc un peu ludique, parce qu'on joue avec les gens qui ont la prétention de terminer le monde, et en même temps, on négocie des entrées dans ce monde qui est saturé, en fait. Donc, pour moi, c'était ça qui me motivait à travailler sur des supports qui portent des images, où parfois, je prenais des images de grands maîtres et je les introduisais dans d'autres supports, avec l'intention de dire qu'est-ce qui va arriver à Delacroix si on le met derrière des bananes ou derrière des pastèques, ce genre de choses, quoi, des images complètement insolites. Et c'est une façon aussi de fonctionner à la manière des glaneurs. Vous voyez, les glanos de Millet, comme j'ai vu ce tableau-là la première fois, ça m'a intrigué. Et j'ai appris qu'en fait, ce sont des pauvres paysans qu'on autorise d'aller chercher dans les champs après la récolte. Et donc, je pense que l'artiste, aujourd'hui, surtout dans le terrain de la peinture, il arrive après la récolte. Tout a été, le champ de la peinture a été ratissé 10 000 fois par des grands maîtres, ils n'ont rien laissé. Donc on se dit, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on adopte l'attitude de glaneur et on va fouiller pour dire, on va peut-être trouver quelque chose que les autres n'ont pas fait. Et ça aussi, c'est un côté un peu ludique, c'est-à-dire avec des gens qui habitent le fond de l'histoire de la peinture. Et je pense que c'est ça qui me motive à travailler de cette manière-là, quoi. Mais bon, avec le tissu, j'ai une autre technique aussi. C'est-à-dire que là, techniquement parlant, je prends un support qui porte ces images. Je sélectionne les éléments que je veux garder. Je le couvre avec de la cire. Après, je fais ma peinture. Après que j'enlève la cire, les motifs du tissu vont apparaître devant mes images en moi, et mon image va apparaître comme si elle était là bien avant l'impression de tissu. Mais cette manière-là, c'est le bricolage de peintre. Mais j'ai appris aussi à travailler avec des tissus transparents. C'est-à-dire, je fais une sorte de croquis comme ça de mon image, et après, je commence à travailler avec des tissus transparents. Le tissu transparent fonctionne comme des couches de lavis ou d'aquarelle. Et avec la superposition, j'arrive à obtenir du volume. Donc je fais des images figuratives avec ça. Et le résultat final me permet de dire, voilà, c'est une application de mon expérience de peintre, mais je peins sans utiliser l'eau, sans utiliser la peinture, je peins avec des tissus transparents. Et voilà, je ne connais
pas beaucoup de monde qui fonctionne comme ça, mais en fait, on est dans le terrain du bricolage, quoi. C'est-à-dire que chacun trouve des manières ou des méthodes pour construire des images. Et voilà, après, c'est ouvert à tout le monde, quoi. Voilà. Cette exposition s'appelle Nage Icar. Ouais. Elle traite de la migration. Des milliers de migrants risquent aujourd'hui leur vie en traversant la mer Méditerranée. Quel regard d'artiste vous portez sur cette tragédie? D'abord, avant le regard d'artiste, c'est un regard d'être humain. C'est-à-dire que moi, j'aurais pu être dans un de ces garçons, de ces jeunes hommes qui traversent et qui risquent leur vie pour chercher une forme de liberté interdite dans leur pays d'origine. Le rêve d'Icare, c'est un rêve du libertaire, en fait. Icare, il doit inventer pour pouvoir accéder à se libérer de cet enfermement dans lequel il vivait. Ces gens-là, en fait, ils quittent leur pays à la suite des situations invivables, quoi. Et donc, ils risquent la mort, mais de toute façon, ils acceptent de prendre ce risque-là en disant, de toute façon, c'est toujours mieux que ce qui nous attend là-bas. Et quelque part, moi, je me sens solidaire avec tous ces gens-là. Et je pense que le monde est un butin de guerre, quoi. Le monde est un butin de guerre que les vainqueurs et les vaincus partagent en toute égalité, quoi. Et que le monde est un bien commun de l'humanité. C'est-à-dire personne n'a le droit de dire cette partie-là du monde m'appartient, donc je ne laisse pas les gens les étrangers, soi-disant, rentrer. Il n'y a pas d'étrangers. Surtout aujourd'hui, il n'y a plus d'étrangers. Il y a une époque où les gens vivaient sur des concepts nationaux. Maintenant, tout ça s'est effrité. C'est-à-dire que le marché international a complètement cassé la notion du nationalisme. Et du coup, plus personne n'est étranger, ou alors on est tous étrangers. Et donc, dans ce terrain-là, les gens qui viennent chercher asile en Europe ou en Amérique ou dans les pays industriels, il faut les accueillir, il faut les aider, il faut régler leurs problèmes. Parce qu'en fait, ce n'est pas le problème des Africains. C'est-à-dire que la misère qui est en Afrique aujourd'hui, ce n'est pas le problème des Africains, c'est le problème de tout le monde. Puisque les Africains, ils sont dans le monde. Et voilà, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on raisonne comme ça, on se dit, personne n'est étranger à personne, quoi. Voilà. Que Hassan Moussa est l'un des créateurs les plus intéressants d'aujourd'hui, je cite. Et en voyant ses œuvres ce soir, je dois dire qu'on peut qu'acquiescer, et je suis personnellement très impressionnée. Hassan Moussa, au fil de ses expositions, croise ses multiples héritages, tisse et brode autour de la question centrale des identités, en empruntant aux arts traditionnels de son pays d'origine tels que la calligraphie et le travail du textile, au service d'un message universel et résolument contemporain. Cette démarche artistique de dialogue se confond avec l'objectif qui a été le nôtre, avec l'Institut du monde arabe. Et je salue ici, encore une fois, la présence de son président, M. Jack Lang. Donc d'organiser une série d'événements intitulés « Un autre Soudan », à laquelle cette exposition est associée. Permettez-moi juste d'en dire deux mots. Désolée pour ceux qui ont déjà entendu certains éléments hier soir. Donc l'ambassade de France et l'Institut français de Khartoum, l'Institut du monde arabe, ont pris l'initiative d'organiser un autre Soudan pour donner à voir la remarquable vitalité artistique, littéraire et musicale du Soudan contemporain, tout en proposant quelques clés de compréhension de la complexité de ce pays qui est aussi méconnu que fascinant. Au-delà des conflits, de la pauvreté, des migrations et des images qu'on voit habituellement, il existe en effet un Soudan de force vive, empreint de créativité,
débordant d'aspiration et qui tente de briser son isolement international et de se frayer un chemin vers l'avenir. C'est ce pays en mouvement, ouvert au monde et talentueux, à votre image, cher Hassan, que nous avons souhaité présenter au public français. Un pays dont le peuple, la jeunesse surtout, revendique sa modernité. Un pays au potentiel immense, à commencer par sa propre population. Nous avons voulu, avec cet autre Soudan, transposer à Paris la chaleur de l'accueil et de la vitalité des Soudanais, qui aspirent légitimement à faire entendre leur voix. Permettez-moi de remercier très chaleureusement Maya Muller et son équipe d'avoir accueilli cette exposition. Je salue encore une fois Hassan Moussa, dont le talent éblouissant est à lui seul la parfaite démonstration de ce que le Soudan peut produire de mieux et qui, mieux que tout autre, incarne la relation de plus en plus féconde qu'entretiennent la France et le Soudan. Je vous remercie.